Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains du continent et de la diaspora. Je m'appelle Kabbalah, je suis un membre du Parti africain pour l'unité continentale. Le Parti africain pour l'unité continentale, c'est un mouvement global panafricain qui est en émergence et qui est en train de se transformer en parti politique dans tous les pays africains là où nous nous établissons. Donc, au nom du parti, recevez nos salutations révolutionnaires en disant force, paix, liberté et décolonisation. Chers Africains de partout où vous êtes, merci encore une fois de plus pour nous rejoindre dans notre rendez-vous régulier là où nous parlons de sujets importants concernant notre liberté et notre émancipation en tant que peuple africain. Et aujourd'hui, précisément, nous voulons discuter du changement très important qui s'effectue dans notre monde aujourd'hui, depuis un moment donné, ou depuis quelques décennies déjà. Et ces changements, il est tellement important pour l'Afrique, parce que si l'Afrique ne se positionne pas, si l'Afrique ne prend pas à main sa destinée, et nous allons totalement perdre les combats ou la bataille pour notre liberté et pour notre émancipation. C'est-à-dire que si on ne fait pas du travail maintenant qui est censé être fait pour nous cadrer face à ces changements-là qui est en train de s'opérer, nos enfants auront du mal. Je vais dire, nos enfants mettront longtemps pour tester les goûts ou la saveur de ce qu'on appelle la liberté. Donc, ce travail de positionnement que l'Afrique doit faire, c'est un travail qui doit être fait par notre génération actuelle. Donc, par des gens actuellement vivant sur le continent et dans la diaspora. Bien sûr, les Africains. OK? Et ça doit être fait dans notre époque d'aujourd'hui. Car si on ne réussit pas à faire ce travail aujourd'hui ou par nous-mêmes dans notre époque, comme je l'ai dit tantôt, les futures générations auront du mal à comprendre qu'est-ce qui doit être fait, et parce qu'ils n'auront pas compris ce qui doit être fait en tant qu'Africains, du coup, ils auront du mal à retrouver la liberté que nous cherchons aujourd'hui. Et ils mettront longtemps pour trouver cette liberté-là. Donc, je vais vous présenter deux raisons qui font à ce que nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous sommes ceux-là qui sont censés mettre une base de ces positionnements que l'Afrique a besoin pour un bon avenir de nos enfants. Donc, je vous donne deux raisons pour lesquelles nous sommes censés travailler aujourd'hui. Et nous sommes la génération clé pour ces changements qui s'opèrent dans le monde et pour les positionnements que l'Afrique doit prendre face à ces changements-là. Donc, la première raison, c'est que nous sommes ceux-là qui ont vécu deux mondes dans notre existence. C'est-à-dire que à partir de 1900, je sais pas combien, jusqu'à l'an 2000, c'était un monde différent. À partir de l'an 2000 jusqu'à présent, c'est aussi un autre monde différent. Je vais vous expliquer. Avant 2000 ans, en Afrique, on vivait d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous voulez rendre visite à votre proche, que ce soit ami ou membre de la famille, vous n'avez pas les téléphones pour appeler et booker donc le rendez-vous, prendre rendez-vous avec lui. Donc vous allez carrément lui rendre visite et vous arrivez là-bas. Donc vous allez faire un effort pour aller chez lui ou chez elle. Vous arrivez là-bas et vous allez interagir humainement. La relation entre les humains était vraiment organique. Vous arrivez là-bas, tout ce qu'il y a à manger, c'est que vous partagez, vous vous réjouissez, vous passez du temps ensemble, vous construisez, donc vous développez la relation, Et puis, c'était ça la relation, c'était ça vraiment les activités, ou c'était ça les modes de fonctionnement à cette époque-là.
Et si vous voulez manger, vous allez manger la nourriture qui est organique. C'est-à-dire que peut-être vous allez dans votre jardin, vous allez au marché, vous achetez la nourriture qui est donc organique et vous préparez cette nourriture là-bas en passant au travers donc en respectant tous les processus qui consistent à préparer une bonne nourriture. Donc si vous envoyez la lettre à quelqu'un, vous allez être patient pour que la lettre parcourt toute la distance qui vous sépare et arrive à votre expéditeur et qu'il vous réponde aussi. Donc tout cela prenait du temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait pas de messages instantanés comme nous les avons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas des nourritures en plastique comme nous les avons aujourd'hui. Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui des fast food, là où vous allez dans un resto, dans 5 minutes, la nourriture est préparée. Donc, le monde était totalement différent. Et du coup, cela avait cultivé la culture de la patience dans les gens, la culture, je vais dire, qui permettait à ce que les gens puissent s'asseoir, réfléchir, créer quelque chose dans leur imagination et patienter pendant que cette imagination-là est en train de se transformer en une réalité. Donc, il y avait la maturité, il y avait la patience, il y avait beaucoup, je vais dire, beaucoup de caractères qui font à ce que la société humaine soit une société mûre et une société bien battue. Et je vais dire une société bien bâtie. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des organisations africaines ou panafricaines qui ont été fondées avant l'an 2000 avaient beaucoup de succès, avaient beaucoup de réussites en termes de réalisation, tout simplement parce que les gens savaient comment d'abord interagir en tant qu'humains, entre humains. Les gens savaient et comprenaient l'importance d'interaction entre humains et les gens avaient la patience de voir quelque chose grandir et arriver à atteindre les objectifs prédestinés. Les gens donc avaient vraiment l'importance à cœur de développer ou de contribuer à des organisations qui devraient nécessairement leur permettre d'atteindre leur objectif de décolonisation ou de liberté, d'émancipation et consorts. La plupart des organisations ont réussi. Marcus Garvey avait une organisation de millions de gens pendant qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il a mobilisé et organisé des millions de gens et il a mobilisé beaucoup de fonds qui ont permis à ceux qui puissent acheter des bateaux, tout ce que nous savons que Marcus Garvey a fait. Kwame Touré, tous ces leaders, ils ont vécu à un moment dans un monde différent où l'interaction humaine était plus importante que l'interaction gérée par l'internet et d'autres outils technologiques que nous utilisons aujourd'hui. Eh bien, ils ont réussi plus que nous qui sommes aujourd'hui. Vous savez pourquoi aujourd'hui les choses semblent ne pas aller comme ça allait à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés par ce qu'on appelle fast food, les messages instantanés. Si vous voulez interagir avec les gens, vous n'avez même plus besoin de faire un effort, de faire un sacrifice pour aller là où ils sont et les rencontrer. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc, c'est aller sur WhatsApp, aller sur les réseaux sociaux pour parler avec les gens et checker les gens. Et cela crée une culture d'impatience parce que tout semble être en vitesse, tout semble tourner très rapidement. Ça diminue notre niveau de sacrifice qu'on doit faire pour être ensemble ou pour bâtir quelque chose. Ça diminue notre niveau de patience pour attendre que quelque chose puisse grandir. Vous voyez, à l'époque, comme je dis, les gens avaient la culture des sacrifices. Quitter chez vous, traverser des kilomètres pour rendre visite à d'autres personnes, c'était un sacrifice. Et c'est ce même esprit de sacrifice qui a facilité l'engagement des gens dans des activités panafricanistes. Par exemple, contribuer à une organisation panafricaine, c'était ce même niveau de sacrifice-là qui faisait en sorte que les gens travaillent, épargnent un peu d'argent pour contribuer à une organisation qui travaille pour l'unification et la liberté de l'Afrique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avec l'impatience que la technologie a facilité, avec les manques de sacrifices que la technologie a facilité, du coup, les gens se donnent moins en moins aux activités panafricanistes ou à des organisations qui travaillent pour justement atteindre l'objectif de la liberté et d'émancipation de l'Afrique. Donc vous voyez que le monde d'aujourd'hui est différent du monde
d'hier. Et nous qui sommes encore là aujourd'hui, nous qui avons vécu dans des années 1970, 1980, 1990, et nous, bien sûr des années 1990, on comprend quand même la différence qui existe entre les mondes que nous avons expérimentés et le monde d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour ériger les fondements d'un nouveau monde, des mondes meilleurs que nous décidons pour nous en tant qu'Africains. Si nous faisons pas ça aujourd'hui et que nous laissons cette tâche à nos enfants qui ne connaissent pas les mondes que nous avons vécus, les mondes humains que nous avons vécus, les mondes, je vais dire, organiques que nous avons vécus, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils sont nés dans des McDonald's, les fast-food, des nourritures en plastique. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils sont nés avec les TikTok, avec le Facebook, avec Instagram. Et tout ce qui va là-bas, c'est la danse, ce sont des distractions. Les enfants qui sont nés aujourd'hui n'ont pas la patience, n'ont pas les sens d'engagement et d'effort pour aller rendre visite à d'autres. Donc, ils ne sauront pas quel est le meilleur monde ou quelle est la meilleure fondation qu'il faut établir pour le meilleur monde que nous voulons pour nous-mêmes en tant qu'Africains. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est aujourd'hui ou c'est jamais pour travailler afin d'ériger les fondements du monde que nous voulons en tant qu'Africains. Et ce n'est pas à nos enfants qui sont nés aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est à nous qui sommes encore là présents, qui ont vécu cette différence, à commencer à travailler avec quand même un peu de sens d'engagement qui reste encore en nous aujourd'hui, un peu de sens des sacrifices qui nous reste encore aujourd'hui, travailler pour ainsi établir la fondation sur laquelle nos enfants vont construire l'Afrique en tant que centre global du pouvoir. Ça, c'était donc le premier changement qui s'est effectué dans le monde aujourd'hui, qui fait à ce que nous, aujourd'hui, nous sommes une génération clé et nous sommes à une époque clé pour travailler afin que l'Afrique devienne ce que nous souhaitons qu'elle devienne. Parce que si nous ne réussissons pas, je peux vous garantir que nos enfants vont alors foncer tout droit dans une sorte d'oppression qui sera cette fois-là contrôlée par la technologie. Vous savez, l'esclavage que nos parents ont vécu, c'est un esclavage qui était contrôlé par les humains. Peu importe la manière dont les niveaux de dégradation d'un humain, il est toujours humain. En lui, il y aura toujours les sentiments ou les sens des compassions ou des sympathies qui peut s'élever pour ainsi avoir pitié de notre humain qui est en train de souffrir. Mais si on remplace les humains par la technologie, l'intelligence artificielle pour ainsi superviser, les opprimer, je vais vous dire que ce sont des conditions terribles. C'est pourquoi j'ai dit au début que nos enfants mettront longtemps pour tester les goûts de la liberté si on ne réussit pas ou si on trouve pas la nécessité aujourd'hui d'établir la fondation de l'Afrique que nous voulons, l'Afrique qui garde sa tradition, sa culture au centre de son paradigme ou au centre de ses activités et sa spiritualité aussi, très important. Donc, le deuxième changement qui est en train de s'opérer dans le monde d'aujourd'hui, qui fait encore que nous sommes la génération clé, c'est que les changements, c'est que les leaderships du monde aujourd'hui est en train de changer. Vous savez, les mondes anciens étaient dirigés par les hommes qui étaient appelés les hommes des dieux, les envoyés des dieux ou les élus des dieux. C'est-à-dire que les dirigeants du monde ancien étaient en même temps les leaders religieux. Par exemple, vous avez les papes, il était un leader religieux, en même temps, il avait de l'autorité sur sa nation. Vous avez les pharaons, vous avez beaucoup des empereurs dans les temps passés qui étaient considérés comme des élus des dieux et en même temps qui incarnaient les pouvoirs étatiques pour diriger les affaires de leur nation. Avec les temps, comme on dit, le temps est l'ennemi juré à toute chose. Ok? Le temps a évolué et les leaders religieux ou les leaders spirituels, ils se sont vus remplacés
par des leaders politiques ou des gens qui sont partis à l'école pour étudier la politique, tout simplement, comment gérer une nation. Ok? Donc, des leaders comme le pape, des imams, aujourd'hui, n'ont plus beaucoup de poids dans le leadership de nos nations. Ce sont plutôt des politiciens, à l'exception d'un petit nombre des pays aujourd'hui qui ont encore des leaders religieux à la tête de leur pays. Mais la plupart des cas, aujourd'hui, nous avons des politiciens, des gens qui ont étudié des sciences politiques, qui gèrent nos pays, qui gèrent toutes les activités humaines dans tous leurs aspects. Ok? Mais le problème, c'est que nos politiciens, en qui nous avons confiance, que nous sommes en train de lire chaque fois, qui sont en train qu'on considère comme le maître de nos États, ils sont en train d'être remplacés aussi à leur tour maintenant. Par qui? Par des gérants des financements mondiaux. Je vais dire par des gérants de l'économie mondiale. Voilà. Ils les remplacent au travers de mouvements des lobbyistes que nous connaissons très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que les politiciens que nous élissons par exemple, ils ont été sélectionnés, pas par nous. Nous ne sélectionnons pas les politiciens, nous allons tout simplement pour élire tel ou tel politicien. Par contre, ces politiciens là-bas ont été déjà présélectionnés par des gens qui ont le pouvoir économique. Et ce sont ces gens-là, souvent, qui payent pour la campagne de ces politiciens là-bas. Et en payant pour la campagne, ce sont eux aussi qui donnent les mandats à ces politiciens là-bas. Nous, on fait tout simplement... nous, on fait que élire, tout simplement. Hein? On fait que élire, mais on ne donne pas les mandats. On ne sélectionne pas. Souvent, nous élissons des gens qui nous ont été présentés par les médias. Nous ne connaissons pas d'où est-ce qu'ils sont venus. Nous ne connaissons pas qui les a formés. Ce sont des questions qu'on ne pose même pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que nos politiciens sont aujourd'hui dans les poches des groupes puissants et des groupes lobbyistes qui payent des politiciens, qui subventionnent des politiciens et qui donnent des mandats aux politiciens. Et pour preuve, chaque fois que nous élissons un politicien, le lendemain, quand il prend des mesures selon son programme, ce sont les mêmes gens qui ont élu ces politiciens là-bas, qui sont dans la rue pour protester contre les mesures que les politiciens ont prises sur tel ou tel domaine. Que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la passation des marchés, que ce soit sur l'éducation, nous sommes encore dans la rue en train de protester contre les mesures prises par le même candidat que nous avons élu. Tout simplement parce que ces mesures-là qu'il a prises ou qu'elle a prises ne sont pas venues de notre, de notre aspiration, ne répondent pas à notre aspiration en tant que peuple. Ça répond plutôt à l'aspiration de celui qui lui a donné ou de ceux qui lui ont donné les mandats, parce qu'ils ont payé aussi pour la campagne, parce que ce sont eux-mêmes aussi qui vont lui donner, les moyens pour faire, mettre en pratique ces projets-là ou ces mandats-là qui lui a été donné. Donc vous comprenez que nos politiciens sont en train de perdre le pouvoir petit à petit. Et ils seront remplacés, c'est pas par la technologie ou par une autre entité qu'on n'a pas encore connue, mais ce qui est vrai, c'est que si ces gérants de l'économie globale récupèrent le pouvoir, ça sera, la fin de la civilisation humaine telle que nous les connaissons. Parce que ce qui préoccupe ces capitalistes, c'est tout simplement l'enrichissement illimité. C'est s'approvisionner de toutes les ressources du monde. C'est être le possesseur de toute la planète Terre, si je peux même aller là-bas. C'est-à-dire, ils n'ont pas comme préoccupation le bien-être de la population. Ils n'ont pas comme préoccupation l'amélioration des conditions de vie des populations, des communautés ou des pauvres et tout ça. Tout ce qui leur préoccupe, c'est d'avoir toutes les richesses du monde.
savez, aujourd'hui, ils sont des milliardaires, mais ils sont venus d'où? Ils sont venus des millions, donc aujourd'hui ils en comptent des milliards, et ils sont en train de faire des efforts pour avoir des 1000 milliards, ce qu'on appelle des trillions of dollars. Et c'est quoi la finalité? Il n'y a jamais eu de finalité. Donc c'est l'expansion illimitée des richesses au détriment des pauvres ou des populations qui s'appauvrissent de plus en plus. Donc il faut comprendre que c'est un danger de laisser que notre monde ou que les pouvoirs globaux glissent entre les mains des gérants de l'économie globale, de ces capitalistes, banquiers et consorts. Parce que ça sera la fin, je vais dire, de notre civilisation. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des technologies d'intelligence artificielle pour ainsi contrôler les populations. Ils vont remplacer nos policiers par ces genres des robots ou ces genres des machines. Et du coup, ça sera l'oppression terrible qu'on ne peut pas imaginer. Alors, nous sommes encore aujourd'hui la génération qui peut travailler pour que ces changements-là ne puissent pas nous affecter, nous, en tant qu'Africains. Parce qu'il faut comprendre que les Africains, nous sommes les plus faibles de tous les restes des continents. Et ces genres de changements nous affecteront plus dangereusement que ça peut affecter d'autres peuples. En termes d'abord d'institutions, nous n'avons pas d'institutions de puissance. En termes d'organisation, nous sommes désorganisés. En termes d'économie, nous n'avons pas d'économie. Nous dépendons d'autres personnes. Et ce sont les mêmes personnes-là qui sont derrière ces genres de complots dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et du coup, nous serons beaucoup plus affectés que d'autres. C'est pourquoi c'est à nous aujourd'hui de travailler dur pour que ces changements-là ne puissent pas nous affecter. Le premier changement dont j'ai dit, il faut construire l'Afrique, il faut construire la base sur laquelle nos enfants vont alors bâtir l'Afrique en tant que centre global du pouvoir. C'est à nous de le faire. Et on peut que le faire au travers des moyens ou des mécanismes du panafricanisme. Donc, la solution, c'est qu'on puisse mettre le panafricanisme au pouvoir. C'est la seule façon qu'on peut gagner ces combats. Si on ne réussit pas dans ce 21e siècle de mettre le panafricanisme au pouvoir en Afrique, au-delà du 21e siècle, il n'y aura pas d'espoir. Il n'y aura pas vraiment d'espoir. Et pour ce deuxième changement de leadership, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer les pouvoirs en tant que peuple. Comment ? C'est-à-dire qu'on doit s'assurer, on change le système de telle sorte qu'il n'y a aucune décision que nos élus peuvent prendre si cette décision-là plutôt n'est pas approuvée par la masse. C'est-à-dire que la même chose qu'on fait pour, par exemple, le référendum, ok? On laisse le faiseur des lois étudier la loi et ses aspects, mais pour que cette loi-là soit approuvée, pour que cette loi-là soit active, puisse avoir de l'impact, il faut qu'elle soit notamment approuvée par la population. Il faut que nous, la population, puisse avoir quand même l'opportunité d'étudier la loi, comprendre comment cette loi-là peut nous affecter et puis décider par là. Si on dit non, la loi ne peut pas passer. Si on dit oui, la loi doit passer. C'est comme ça qu'on peut récupérer la situation de main des lobbyistes. C'est comme ça qu'on peut sauver nos institutions politiques ou nos institutions étatiques du main de la classe transnationale capitaliste qui est en train d'acheter ou de prendre en otage notre système politique. C'est-à-dire que les mêmes politiciens-là qu'ils sont en train de subventionner ne peuvent pas décider sans l'apport ou sans l'approbation de la masse que nous sommes d'ailleurs. Donc, si on veut, par exemple, passer un marché ou passer un gros marché, par exemple, à des compagnies, je sais pas moi, américaines ou je sais pas françaises dans nos communautés pour exploiter nos ressources naturelles, la communauté doit se décider. Si la communauté accepte, oui. Parce que la vraie démocratie prévoit que la décision qui vous affecte puisse avoir aussi votre implication. Si la décision vous affecte, que ce soit positivement ou négativement, vous devrez normalement avoir part dans ces décisions là-bas. Vous devrez avoir un mot à dire dans ces décisions là-bas. On ne peut pas parler de la démocratie si les décisions sont prises sur nos vies sans que nous puissions avoir un mot à dire, sans que nous puissions même avoir notre opinion, être écouté, être entendu et tout cela, et que nous sommes censés vivre avec des conséquences des décisions là. Trop souvent, ce sont les mauvaises décisions
prise par de personnes sur nos vies. Et ce n'est pas ça la démocratie. Donc si on veut récupérer cette situation, on doit s'organiser en tant que des communautés africaines pour faire en sorte qu'il n'y a pas de décision prise ni par le Parlement, ni par l'Assemblée nationale, sans que cette décision soit passée par le peuple et que le peuple puisse donner son approbation. Et si le peuple refuse que cette décision nous affecte ou a des conséquences négatives, on ne peut pas accepter cette décision et la décision ne peut pas être approuvée par le président ou par quiconque qui approuve les décisions pareilles. C'est comme ça qu'on doit récupérer cette situation. Donc vous comprenez que le monde est en train de changer. Donc nous devrons en tant qu'Africains nous positionner pour que ces changements-là ne puissent pas nous affecter d'une manière négative. Et le premier changement ou les premiers positionnements que nous sommes censés opérer, c'est que nous devrons nous unir en tant que panafricanistes et faire en sorte que le panafricanisme puisse prendre les pouvoirs dans ce 21e siècle. Parce que c'est le seul moyen au travers lequel nous pouvons créer un monde ou créer l'Afrique telle que nous le voulons. L'Afrique qui est centrée sur les idées ou sur la tradition, la spiritualité ou la culture africaine, qui est être centré sur des valeurs européennes, des valeurs chinoises ou les valeurs russes au consort. Okay? Le deuxième positionnement que nous sommes censés prendre face aux changements qui s'opèrent dans le monde aujourd'hui, c'est que nous devrons récupérer les pouvoirs politiques. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Changer un pays ne consiste pas à avoir un bon travail, avoir des bonnes routes, avoir des longs buildings et tout ça. Changer un pays, c'est d'être en mesure de capturer les pouvoirs qui amendent les décisions ou qui dictent les décisions qui déterminent les futurs de ces pays là-bas. C'est-à-dire que si on a un bon travail, le travail là-bas a été décidé par une autre personne. C'est-à-dire que si on a un bon travail, si nous avons des bonnes routes, si nous avons des bonnes infrastructures, ces choses-là font partie des décisions qui ont été prises par des gens quelque part, au travers des institutions quelque part. Et c'est ça le plus important. Les gens qui prennent des décisions, qui déterminent qui a quel salaire, qui a quelle infrastructure, qui a quelle opportunité, qui n'a pas quelle opportunité. Ce sont ces gens là-bas qui déterminent l'avenir de tout un pays. Et si on veut changer un pays, on ne doit pas seulement s'attendre à ce que des gens puissent prendre des décisions sur nous, sur les travaux que nous allons avoir, sur les salaires que nous allons avoir, sur les infrastructures. Non, on doit se saisir des institutions qui amendent ces lois là-bas. Les institutions qui déterminent ces changements-là, ce sont ces institutions qui nous concernent. Et c'est comme ça qu'on change un pays. Donc on doit se saisir des pouvoirs politiques pour ainsi déterminer quelle loi peut passer et quelle loi ne peut pas passer pour notre avenir en tant qu'Africains. J'espère que ces brefs messages vous a été utile. Et si ça vous a été utile, veuillez souscrire, liker et partager la vidéo. Ça va beaucoup nous aider. Si vous avez 2 chemises, il est temps de vendre une pour vous acheter une épée parce que c'est le temps de la révolution. Et cette révolution n'est plus dans la rue, n'est plus dans la colère, dans la proteste et dans la protestation et tout ça. Cette révolution est dans la tête et dans la récupération de nos facultés mentales en tant qu'Africains. Parce que si nous ne sommes pas en charge de notre esprit, de notre cerveau, celui qui contrôle notre cerveau va contrôler notre corps et utiliser notre corps comme instrument de notre propre oppression et instrument pour opprimer notre peuple. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre attention. Nous vous saluons encore avec nos salutations révolutionnaires en disant force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains. Merci beaucoup.